Je suis Catherine Schneider, éducatrice spécialisée à la Maison des Ados et au Réseau Virage de Strasbourg. Ravie d'apparaître sur vos écrans. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce premier webinaire intitulé « Radicalité dans l'éducation, un état des lieux ». Ce premier webinaire s'inscrit donc dans un cycle de formation de 4 webinaires. Je rappellerai les dates des prochains à la fin de celui-ci et j'en profite pour rappeler qu'il est encore tout à fait possible de s'inscrire au prochain. Je précise également que ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne. Par conséquent, ceux qui souhaitent garder un anonymat lors de vos questions ou interventions, merci de ne pas allumer vos caméras et d'utiliser éventuellement un pseudonyme. Voilà. Je pense qu'on doit être à peu près au nombre de personnes. Donc, pour commencer, je vous propose un rapide descriptif du réseau Virage. Donc, le réseau Virage pour violence des idées, ressources, accompagnement Grand Est, existe donc depuis 2017. Le réseau Virage est porté par la Maison des Ados de Strasbourg et financé par l'ARS. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire, donc l'équipe se compose de psychologues, de travailleuses sociales, d'une ethnoclinicienne, d'un thérapeute familial, de sociologues, et nous sommes coordonnés par un médecin pédopsychiatre. Et nous orientons le traitement et l'accompagnement des situations de radicalisation violente par une approche psychopathologique et sociale. Donc, la vocation du réseau Virage, comme vous l'aurez compris, est de lutter contre les radicalisations violentes sur l'ensemble du Grand Est. Et donc, on travaille à travers 3 pôles d'action qui sont un premier pôle accompagnement qui consiste d'une part à orienter et à accompagner les situations complexes et d'autre part à répondre aux sollicitations des professionnels. Un pôle prévention dans le but de construire et d'expérimenter des outils et stratégies de prévention et un 3e pôle formation pour former les professionnels en repérage et en accompagnement à travers notamment des formations gratuites à l'image de celles d'aujourd'hui, adaptées aux professionnels et aux services des secteurs du social, de la santé et de la jeunesse en général. Voilà, donc depuis 2017, nous avons rencontré et accompagné près de 150 situations de personnes pour des questions de radicalisation. Donc, l'évolution des formes de radicalité violente est un sujet majeur dans notre travail au réseau Virage. On parle aujourd'hui de nouvelles radicalités qui finalement ne sont nouvelles que par leur intitulé, puisque si on prend l'exemple des mouvements d'extrême gauche ou de personnes engagées dans des mouvements identitaires radicaux et revendiquant une certaine violence contre les immigrés et qui font de plus en plus l'objet des discours politiques et médiatiques actuels, on se rend bien compte qu'ils existent finalement depuis bien longtemps. On peut aussi penser par exemple aux mouvements masculinistes revendiquant un antiféminisme souvent violent ou à des mouvements radicaux autour de l'écologie, du féminisme ou de l'anticapitalisme qui emploient la violence pour revendiquer leurs idées. Et parfois, il arrive que plusieurs idéologies soient instrumentalisées pour donner corps à un parcours de vie traumatique et légitimer un passage à l'acte violent. Aussi, nous constatons que les discours autour des nouvelles radicalités entraînent chez les professionnels de l'intervention sociale et de l'éducation nationale, avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, des questions quant à leur pratique et des inquiétudes quant à la manière de traiter le sujet. Ces mouvements ne posent pas les mêmes questions sécuritaires, mais témoignent d'une polarisation croissante de la société qui nous interroge. Nous, les professionnels de terrain, sur les postures, sur l'accompagnement et les discours à adopter. Et donc, pour essayer de répondre à ces questions et apporter des éléments éclairants, nous recevons aujourd'hui Monsieur Séraphin Alava, professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse II Jean Jaurès, chercheur, membre associé de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, membre du conseil départemental de la laïcité, président de l'association Les Militants du Savoir,
et expert auprès de l'Union européenne sur les phénomènes de cyberradicalisation. Également présent le docteur Cordian, pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire de Strasbourg et médecin référent du réseau Virage et de la maison des ados de Strasbourg. Et à mes côtés, Vincent Villac, réalisateur et vidéaste intervenant au réseau Virage et à la Maison des ados qui accompagne de nombreux projets faisant intervenir des personnes qui ont des difficultés sociales et notamment des publics ados et jeunes adultes. Et donc, pour introduire le sujet des nouvelles radicalités, je vous propose à tous les trois de vous prêter à un petit exercice, alors peut-être pas si simple, de répondre à ces deux questions en quelques mots. Donc, les questions sont: comment définiriez-vous les radicalités? Et les nouvelles radicalités, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les nouvelles radicalités? Monsieur Alava, est-ce que vous voulez bien commencer? Oui, je veux bien commencer. Comment je définirais radicalité? Je les définis, en tout cas celles qui m'intéressent, celles dont je m'occupe. Ce sont les radicalités cristallisées qui vont jusqu'à empêcher le débat et la discussion dans les personnes et qui vont entraîner un basculement assez rapide des personnes dans la violence. Nouvelle radicalité, ce n'est que médiatique, puisque on s'intéresse aujourd'hui à l'ensemble de ces radicalités, mais comme vous l'avez dit, elles sont anciennes, elles existent aussi une qualité particulière, car elles sont aujourd'hui dans un monde général et un monde médiatique qui se radicalise, sont devenues des choses un peu courantes, des éléments un peu acceptables, et les jeunes souvent ont le sentiment, en étant dans des radicalités extrêmes, qu'en fait, ils sont pas plus éloignés que BFM ou CNews. Merci beaucoup, Monsieur Alava. Guillaume, docteur Cordian, pardon. De mon côté, de notre côté, d'un point de vue clinique, nous, on continue à définir alors, on va surtout parler, nous, de processus de radicalisation qui, selon nous, est la rencontre, d'une part, entre un parcours individuel constitué de vulnérabilité psychique qu'on peut détailler, qu'on a déjà détaillé dans plusieurs articles et webinaires, dont je vais en reprendre quelques-unes tout à l'heure. Cette rencontre entre des vulnérabilités individuelles et un groupe identitaire particulier qui va légitimer le recours à la violence. Et cette rencontre, elle se passe dans un contexte social, historique, politique qui lui est favorable. Ça, c'est comme ça que classiquement, nous définissons ce processus de radicalisation. Après, quant aux nouvelles radicalités, ce on observe sur le terrain, à la rencontre des jeunes que nous avons en accompagnement, je pourrais dire que c'est principalement le marqueur principal, c'est l'hybridation des supports idéologiques. Il y a bien, certes, certains jeunes gens qui continuent à être portés par un dogme structuré, mais la plupart de ceux qui nous inquiètent et qu'on accompagne là depuis quelque temps vont piocher à différents endroits des éléments qui vont légitimer leur violence à travers ce qui est un commun, un invariant depuis plusieurs années, depuis qu'on travaille sur ce terrain, la revendication d'être acteur et de guérir une injustice dont ils seraient les victimes, dont ils auraient été les victimes. Alors, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, très descriptif. Je décrirai un petit peu justement plus précisément tout à l'heure ce qu'on observe cliniquement. Je vais juste faire une parenthèse sur ce qui me paraît être une différence quand on utilise le terme écologie. À mon sens, l'écologie ne contient pas et n'est pas utilisée dans les processus de radicalisation. Il est en revanche à questionner les positions identitaires d'anti-écologie que l'on retrouve notamment, dont on a eu écho là ce matin, à travers la COP28, quand certains pays, d'un point de vue purement identitaire, vont contester la science pour dire nous allons continuer à produire du pétrole et on n'en a rien à faire des conséquences que ça. Je pense que cette position-là,
est radicale dans le sens où elle soutient une forme d'indifférence à la vie et donc une forme de violence et une forme de haine. On en discutera si vous voulez après dans les questions. Je n'avais pas pensé faire mon propos là-dessus, mais je pense que sur la question écologique, il y a quelque chose de vraiment différent de ce qui se joue sur la plupart des autres supports idéologiques. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Vincent. Bonjour. Alors pour ma part, je ne veux pas me lancer dans une définition. Je n'ai pas le bagage théorique pour le faire, mais je préférerais en fait expliquer un peu ce que mon parcours depuis 20 ans auprès des jeunes sur des projets audiovisuels dans les quartiers ou avec des jeunes qui ont des problématiques sociales. De remarquer que depuis une vingtaine d'années, en fait, ce que j'ai pu voir, c'est plus une polarisation avec le portable, où en fait les jeunes se séparent en tribus, mais les adultes aussi, hein, progressivement, et que de tribu en tribu, en fait, on voit que chacun se sépare de plus en plus dans une espèce de non-mixité. La mixité, c'est quelque chose, effectivement, depuis 20 ans que je peux voir être moins évidente, aussi par les politiques publiques qui sont exercées et qui sectorisent les territoires. Au niveau de la violence, je vois pas de différence. Je reviendrai un peu à ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire que je trouve que la violence subie est plus forte et que elle pousse effectivement sûrement les jeunes à être un peu plus sur eux-mêmes, centrés sur leur territoire, sur les gens qu'ils connaissent. Et donc, pour les nouvelles radicalités, je dirais, moi, pour ma part, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, d'année en année, grâce notamment à Facebook ou ce genre ou Instagram, chacun se recroqueville sur une tribu et donc a des engagements très variés, très sur une surface très faible au niveau idéologique. Et que chacun en fait reste sur cette petite partie idéologique comme une niche marketing au niveau politique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois de vous être prêtés à ce petit exercice qui présente sommairement un petit peu quelque chose de vos interventions. Je vous propose de passer à la première intervention qui sera celle de Monsieur Séraphin Alava, voilà, qui va nous présenter durant 45 minutes son travail, c'est-à-dire jusqu'à environ 15 heures. Monsieur Alava, dès que vous êtes prêt, la parole est à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vais d'abord, dans un premier temps, présenter mon travail. Je suis sociologue. De cette caractéristique des sociologues qui pensent que même ce qui existe dans le cerveau et dans les opinions et dans les affects des personnes a été aussi structuré par les rapports sociaux des individus. Donc, je parlerai pas seulement des dispositifs, pas seulement des groupes, mais aussi des individus. Pour ça, je suis un sociologue. Quand j'essaie de me définir, je suis un sociologue de l'éducation négative. Qu'est-ce que veut dire cela? C'est-à-dire que je me suis très vite intéressé d'abord par la délinquance, puis après par la violence, à comprendre par quel dispositif et par quelle situation les individus apprennent les éléments déviants. Comment peu à peu ils apprennent à faire ce qui, dans notre société, n'est pas valorisé et même interdit. C'est dans ce cadre-là que j'ai très vite abordé sur l'Internet, puisque je suis un spécialiste cyber-radicalisation, les différents discours qui existent et qui portent des idéologies qui donnent comme solution la violence et la violence extrême. Donc, vous voyez les petits icônes là sur ce mur. Et ce sont les icônes sur lesquelles je travaille, les mouvements incel, les mouvements djihadistes, les mouvements violents anarchistes, les mouvements identitaires,
les mouvements contestataires ou antiracistes violents ou les mouvements antispécistes. Pour dire par rapport à Guillaume, vous verrez, je m'intéresse aussi au mouvement survivaliste qui s'appuie sur des théories écologiques, mais qui développe beaucoup d'autres théories. Et bien sûr, je suis membre de la chaire UNESCO, qui maintenant a bien une dizaine d'années, et qui essaie de travailler là-dessus. La plupart du temps, si on a résumé mon travail, je suis à peu près à 30%, à 30-35% de mon travail de recherche en train d'observer, de dialoguer, de travailler avec des individus qui ont basculé et sont passés du côté radical violent, que ce soit des personnes emprisonnées pour terrorisme, soit des personnes qui sont skinheads, soit des personnes qui ont fait des actes violents. Par exemple, la personne avec qui je travaille est un acte violent technophobe contre des antennes 5G. Et je dialogue avec eux pour essayer de voir dans leur histoire de vie comment ils ont abordé ces passages et ces éléments éducatifs. Mais on ne peut pas parler seulement des jeunes comme si c'était eux qui avaient inventé les idéologies. Il faut aussi regarder qui produit ces idéologies. Là, j'ai mis les 12 points sur lesquels il y a à peu près consensus à la chaire UNESCO quand on discute des nouvelles radicalités ou des radicalités. Hein. Alors, vous allez voir que vous allez en retrouver certaines, par exemple la radicalité économique. Hein. C'est quoi ça, le libéralisme radical? C'est celui qui justifie le travail des enfants, qui justifie la mise en esclavage, qui justifie les conditions de travail violentes et dégradantes et qui justifie un peu notre monde. Nous y avons intégré la délinquance et le banditisme. Pourquoi? Parce que ces éléments portent à eux des idéologies et des idéologies radicales et extrêmes et qui ne peuvent pas se satisfaire d'un dialogue. Hein. Vous allez retrouver les mouvements d'ultra-droite, les mouvements anarchistes, les mouvements religieux. La dernière enquête de la chaire UNESCO montre que toutes les religions portent des dimensions radicales et radicales violentes. Hein, elles ne sont pas majoritaires, elles sont. Et ainsi de suite, on a l'ensemble des éléments, vous y retrouverez le masculinisme. Je dirais qu'une grosse partie de mon temps sert à travailler, à voir comment se structurent ces discours. Car il va y avoir une rencontre entre une attente, une quête, une position d'inquiétude d'un jeune et un discours structuré. Et le phénomène le plus dangereux, c'est quand les deux se rencontrent et que finalement, ce que nous appelons une fusion d'identité, le jeune fait fusion avec le groupe et se considère appartenir au groupe. Hein? C'est cet indicateur que l'on a dans les échanges. Quand le jeune vous parle, il vous parle pas de lui, il vous parle de nous. Nous, notre groupe, notre mouvement. Hein? Et vous avez du mal à arriver à le ramener à jeu. Hein? Le jeu a presque disparu. Donc, c'est dans cet univers-là, et c'est à partir de là que je vais parler. D'abord, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à mon expérience et ma vision d'un ensemble de travail avec des adolescents. Bien sûr, ça pourra être repris, mais en tout cas, la perception que l'on a, c'est un peu cette perception-là, c'est-à-dire une perception d'une adolescence dans laquelle l'avenir est un peu grillagé. Il n'y a pas de beaux discours de notre société, il n'y a plus de grands discours qui peuvent nous entraîner vers des beaux jours. Il y a quelque chose de fermé, mais aucune solution, il n'y a aucune perspective. On est obligé, pour moi, de mettre en relation les radicalités des adolescents avec les radicalités de notre société. Presque le terme « nos futurs », repris par les punks, pourrait être adressé parfois à quelques débats à l'Assemblée nationale, à quelques décisions politiques, et on s'inquiète que notre adolescence n'a pas l'air de voir l'avenir, parce que l'avenir, il est grillagé pour eux. Les jeunes, dans ces situations-là,
vont chercher à trouver leurs propres issues. Et cette démarche de propres issues, on va voir qu'elles vont être très vite attirantes pour des groupes extrémistes. Notre société, on le dit souvent, a perdu ses rites de passage, ses moments, mais les jeunes se reconstruisent les éléments. S'identifier, porter les traces d'eux, être identique aux autres est un élément qui rassure beaucoup de ces jeunes. Et on va les voir. Alors, c'est pas nouveau puisque je me rappelle, moi, que j'ai eu, avec le temps, je me dis, qu'est-ce que je faisais? Je portais bien un t-shirt avec Che Guevara, hein, oubliant toutes les violences qui avaient été portées. Et les jeunes sont dans cette quête. Les jeunes cherchent à pouvoir s'identifier dans un groupe d'adolescents, puisque les groupes des adultes ne sont plus attirants, en tout cas ne les attirent plus, ils ne voient pas. Et donc, ils essaient en eux de se trouver des éléments, et on le verra bien sûr sur l'Internet. Le groupe devient alors un élément de rencontre, de réunion, de soutien, mais un groupe qui n'existe pas trop dans cette solidarité collective. Un groupe qui est en fait que des individualités qui sont réunies, et on le voit quand on discute avec des jeunes qui ont basculé, hein, qui sont emprisonnés ou en protection judiciaire de la jeunesse, quand ils parlent des autres, ils ne les parlent pas comme un groupe, une appartenance. Quand ils parlent de nous, c'est une idéologie beaucoup plus générale. C'est une idéologie plus haute qui semble avoir trouvé toutes les raisons. Ils sont tous, comme me disait un jeune, en galère. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui soit radicale. Alors j'ai mis cette jeune fille pour montrer que la radicalité n'est pas que masculine. Elle est aussi féminine, elle est dans tous les niveaux, elle est utilisée par toutes les classes sociales, et que quand on regarde l'ensemble des radicalisations, on ne peut pas faire comme faisait ce préfet il y a 14 ans, quand je discutais avec lui des violences et des violences extrêmes. Il me disait, mais monsieur, c'est pas la peine de chercher qui sont les terroristes. Ils sont algériens, ils sont entre 18 et 22 ans, ils habitent les banlieues des grandes villes. Hein, pour lui, c'était cette image-là, ce portrait-là. Aujourd'hui, ça a totalement disparu, ça a totalement éclaté. Il n'est pas possible de faire un profil sociologique d'un individu qui va basculer. Ça peut être pour de multiples causes. Ce qui va poser problème aux personnes qui abordent, parce que chaque fois, on a une hypothèse de sens, un labyrinthe de cheminement, une histoire de vie qui s'est construite et qu'il est très difficile de pouvoir avancer dans cette partie-là. Nous sommes dans une société, j'ai parlé tout à l'heure de BFM, de CNews. Nous sommes dans une société du basculement où les médias aujourd'hui sont des sources de radicalité, des sources d'opposition. Aujourd'hui, être radical, c'est très compliqué. C'est à la fois être considéré par l'autre comme assez dangereux pour qu'on vous attribue ce mot-là, hein, et c'est à la fois pour vous un espace d'identification. Hein. Là, on voit bien ces jeunes qui ont bien le drapeau français, on pourrait se dire qu'ils se retrouvent dans une unité, mais ils se retrouvent aussi dans une critique. Notre société a cassé les codes de ce qui est intégratif ou de ce qui est destructif. Les médias, et quand on analyse les médias, et ceux qui entourent les jeunes, voient qu'il n'y a plus de code. En fait, comme me disait un jeune, le jour où on me dira de moi que je suis radical, ça voudra dire que je suis important. Hein? Parce que c'est la société qui va leur envoyer cela. Et voyez comment ce mot est utilisé aujourd'hui dans le champ politique pour qualifier ou disqualifier une personne. C'est donc un élément assez subjectif qui est donné, mais dans l'élément dans lequel on sait que la société vous empêche. Le rapport à la démocratie et ce rapport particulier de la démocratie qui fait que malgré que vous ayez été élu dans une élection, vous n'avez pas le droit de parler, malgré que vous ayez
fait vos preuves électorales. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer tant que vous n'exprimez pas ce qui est la doxa, fait que beaucoup de jeunes sont pas dans une radicalité violente, sont simplement dans une polarisation de contestation. Hein, avec cette idée qui se développe dans beaucoup de groupes qui sont les mouvements accélérationnistes, qui disent mais il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus d'impasse, on ne peut plus avancer là-dedans, il faut accélérer, et l'accélération, elle va être un outil fortement utilisé par tous les groupes terroristes, parce que si vous voulez accélérer, passons à l'action, et l'action va être de l'action violente. Quand on regarde les polarités adolescentes, quand on regarde un certain nombre de ces éléments, refus du consensus, rejet des parents, goût de la déviance, radicalité des opinions, à travers la violence, besoin d'engagement, et bon, on se retrouve et on revoit là, j'ai pris trois mouvements, un mouvement écologique, une jeune garde d'extrême gauche et un mouvement raciste suprémaciste blanc, identitaire, on pourrait dire, mais finalement, c'est l'adolescence, ça va leur passer. Hein? Tous les adolescents étaient comme ça, tous les adolescents étaient en rupture. Ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir comment, face à cette évidence, il n'y a aucune réponse de la société, que la société ne propose rien, ou en tout cas semble être démunie. Ah oui, on peut vous faire venir pour prévenir, c'est-à-dire repérer avant que ça arrive. Mais est-ce que l'on met en place des situations où on va mettre en place du dialogue et de l'expression? On le verra vers la fin. Il y a pour moi une impasse. Les polarités adolescentes entraînent très vite des ruptures adolescentes et un certain nombre de problèmes qui restent dans la société et qui ne sont pas réglés. Alors, ces ruptures adolescentes, je vais en citer un certain nombre. Qu'est-ce que j'appelle rupture adolescente? C'est une partie du discours porté par les jeunes qui vient soit expliquer, soit justifier leur décision de rompre avec le dialogue, avec la conviction, avec l'engagement, avec le vote, et qui va leur faire justifier qu'ils peuvent passer à la violence. Hein? J'étais dans un lycée et un petit groupe de jeunes anarchistes viennent intervenir dans une de mes conférences et me disent « Mais monsieur, je comprends pas, vous arrêtez pas de parler de démocratie. Mais la démocratie, ça marche pas. » Et je dis « Pourquoi il n'y a pas des élections en France ?»« Oui, mais nous, on peut jamais gagner. » Et alors je dis « Mais quelle est la solution si tu peux jamais gagner ?»« Eh ben, c'est la violence. On va le faire. » Mais je dis « Réfléchis. Si tu passes par la violence, c'est que tu n'as pas la majorité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de la majorité qui n'était pas de ton avis? Hein? Je dis, méfie-toi, quand tu passes à la violence, ça se finit toujours par un peloton d'exécution. Hein? Alors, en disant ça, je parais très vieux, parce que la démocratie est en crise. Je justifie des choses dans lesquelles je sais qu'elles ne marchent pas. Mais à la fin, je vais essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de solution sans une réflexion globale de la société entière. Ce n'est pas aux éducateurs à gérer que ce problème-là. Ce n'est pas aux parents à gérer que ce problème-là. C'est à l'ensemble de la société de prendre sa part. Et on verra que ceux qui ont à faire vivre la société démocratique doivent la faire vivre. Et qu'il faut dire aux journalistes d'arrêter de être les porteurs d'une radicalité et d'une radicalisation de toute personne qui a un avis inverse. Alors, j'en prends quelques-uns et je passe, vous allez trouver la question banlieusard, force de police, la question de l'intégration et d'une société antiraciste, la question de nos rapports à la colonisation, la question d'un certain nombre de gestions de conflits dans le monde, la gestion de la compréhension de la laïcité, la question des droits de l'homme quand ils ne portent que sur les droits de l'homme blanc. La question de l'exclusion et de l'assimilation, la question de la consommation, de la culture. On a là la question de le rapport homme-femme et de la notion de civilisation, la notion de raison et de tradition. On a là un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. Alors, on pourrait dire faisons sans, hein, et on pourrait se retrouver à dire à un jeune, oui, mais tu comprends, la société, tu peux pas la changer. C'est toi que tu dois changer. Il faut entendre
combien on met les jeunes et les éducateurs dans une impasse quand on les met là-dessus. Souvent, moi, je dis, mais change-le, le monde de toi-même. Et les jeunes vont s'engager. Mais notre société doit donner des marges. Hein. Si, dans un lycée, on ne peut jamais parler des grands débats, alors ne nous étonnons pas que les gens, soit ça se désintéressent, soit, s'ils sont concernés, décident de porter leurs propos ailleurs que dans l'espace de la conversation. Et là, je crois qu'il y a un grand problème. Alors, on parlait de l'Internet, bien sûr, dans un monde où on est dans le monde du selfie, où on est dans un monde du narcissisme, où l'important, c'est moi. Pas un moi avec une caractéristique. Hein, j'ai pris cette photo pareil. Non, un moi où tout le monde se ressemble, où tout le monde fait la même grimace, où tout le monde va porter le même vêtement, la même forme. C'est-à-dire une sorte de vous êtes des jeux, mais en fait, vous n'êtes pas des jeux. Vous êtes dans un moule et que vous devez rester. Dans un monde dans lequel, sur l'Internet, on est comme ça. Hein, on n'a plus d'espace. Hein, on est en proximité. Ce qui compte, c'est ce que fait l'autre et ce que je fais moi. Et dans un monde dans lequel, vous l'avez montré, on est dans l'entre-soi, alors l'Internet n'est pas la solution. J'ai essayé de montrer que notre société a à se poser des questions fondamentales sur les rapports qu'elle va établir avec la démocratie, les rapports qu'elle va établir avec le débat, avec l'engagement, avec la conviction. Et on est dans un monde numérique qui, lui, a résolu le problème en faisant du séparatisme. Hein, chacun dans sa zone, et on va pas essayer d'aller. J'avais demandé à mes étudiants de faire ce travail. Pendant un mois, ils devaient se faire amis sur un réseau avec quelqu'un qu'ils n'auraient jamais pris comme ami. Vraiment quelqu'un, vraiment. Et au bout d'un mois, ils nous en parlaient. Et au bout d'un mois, ils découvraient plein de choses, ils découvraient le monde. Et je leur ai dit, mais où est-ce que c'est ces lieux dans lesquels vous pouvez rencontrer des gens que vous n'aurez jamais rencontrés? Hein, mais ça s'appelle la rue. Hein, ça s'appelle la place du village. Hein, ça s'appelle le bar. Hein. Donc, ces espaces-là, on va pouvoir montrer qu'aujourd'hui, eh ben, dès que vous voulez avoir une opinion, vous ne pouvez pas manifester. Hein, parce que si j'agène, les bars ferment de plus en plus, les espaces de confrontation positive, hein, n'existent plus. Il n'existe plus que des centres qui essaient de gérer. Alors, face à cette situation, ben, le marché des radicalisations, il est fort. Pourquoi? Parce qu'il propose une solution là où il y a un problème. Alors certes, cette solution, elle est mortifère. Elle entraîne dans le vide. Mais elle propose une solution face à une société qui ne propose rien, qui n'a pas de discours à proposer, ou qui ne discute pas, à part de lui il est radical, lui il est radical, lui il faut pas lui parler, lui il faut lui parler. On est dans une situation d'impasse. Les jeunes, dans ces radicalités, vont être en quête de sens. Ils vont essayer de trouver dans ces mouvements radicaux un sens qu'ils ne trouvent plus dans une société. Dans la société dans laquelle on sait que la solitude est de plus en plus forte, que la question du vivre ensemble est de plus en plus posée, que la question de l'avenir est de plus en plus posée. C'est quoi ce monde dans lequel votre choix de carrière va être déterminé par un algorithme qui va vous envoyer dans telle université, sans vous mettre à discuter. Alors les jeunes, ils cherchent du sens là où on leur dit qu'il y a du sens, même si ce sens est trompeur. Ils ont une volonté de rupture et que le seul moment où ils ont l'impression d'avoir de la possibilité de changement, c'est souvent par la seule violence et que c'est la seule violence qui leur permet d'évoluer. Ils vont facilement être en emprise mentale, en pouvoir déléguer à l'autre beaucoup de leur partie. Pourquoi? Parce que cet espace dans lequel ils peuvent se constituer une existence, une relation, existe de moins en moins. Ils vont rencontrer les idéologies radicales sur l'Internet, bien sûr. J'ai pris cette image, je l'utilise avec des élèves très souvent. Hein, je vous la laisse regarder.
Quand je la montre à des jeunes lycéens, on en discute pendant longtemps. D'abord, pour essayer de comprendre comment nous vivons dans une société dans laquelle nous avons toujours des préjugements. Nous avons toujours des préjugés. L'autre, on n'est pas. Par exemple, au tableau du 1, je dis, mais pourquoi il ne demande pas à la personne qu'elle parle? Pourquoi cette personne-là, cette jeune fille, dans les deux cas, elle n'a pas à prendre la parole? À quoi ça sert la rencontre si vous ne posez pas la question à l'individu? Mais bien sûr, chacun va, dans un cas, elle est trop déshabillée, et on va lui attribuer le fait que c'est musulmane. En fait, il n'y a rien de musulman dans sa situation. Et dans l'autre, on va la considérer comme terroriste, islamite, droit de la femme. On va attribuer. Et beaucoup d'adolescents se sentent comme ça, assignés à être ceci, assignés à être cela. La grande difficulté, c'est comme ils n'ont pas les connaissances de base de leur combat, de leurs idées, de leurs manifestations, qui n'ont pas d'éducation civique, alors, eh bien, comme ils se sentent assignés, quelqu'un qui lui dit, mais viens avec moi, on va se désassigner, on va être nous collectifs, eh bien, ils sont prêts à passer à cet acte-là. Mais le premier travail d'éducation, c'est éduquer tous les gens du bus, à part cette jeune fille. C'est tous ces gens-là qui sont à éduquer et qui portent. J'ai mis là un certain nombre de cas récents où on m'a appelé dans l'établissement en me disant « Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans la radicalisation ?» Thomas, tag sur le mur du lycée pro, « Gora Euskadi Tashkatasuna ». Nous étions au Pays Basque. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas basques, vive le Pays Basque libre. Euskadi Tashkatasuna, ETA, groupe terroriste qui a arrêté. Et voilà des enseignants qui disent « Mais là, on a une radicalité. » Non, je dis qu'il vive son pays. Bon. Est-ce qu'il y a violent? Cette jeune qui arrive avec un t-shirt PMA, papa manque à l'appel. D'accord, on est bien d'accord, c'est quelqu'un qui est contre la PMA et qui lutte contre la PMA. Je dis, est-ce que cette opinion est une opinion interdite en France? Non. Alors, vous avez entamé le dialogue. Et ça doit être une ouverture du dialogue. Voilà. Et ainsi de suite. Le lycée, un lycéen tag dans l'étoile du lycée, le tag 888. J'essaie de le voir. C'est moi qui ai le cache pour... Voilà. 88 AH. À l'évidence, c'est quelqu'un qui est proche des mouvements néo-nazis. En tout cas, qui a décidé de le faire, ou qui se fait taguer des runes d'Odal. D'accord? Il y a là des cas où on est hors la loi, c'est interdit, et la personne fait des actes. D'autres fois, elle s'exprime. Il est de plus en plus difficile de ne pas aborder l'ensemble des radicalités en même temps et d'aborder une radicalité après une autre. Car alors, on donne le sentiment qu'on est dans une partie. Surtout que, vous le verrez, la marge de manœuvre qui existe entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'engagement, de l'opinion, et ce qui est de l'ordre de la radicalité est de plus en plus fine. Je prends cet escalier. Au début, j'ai une idée fondamentale. Cette idée fondamentale, je voudrais respecter cette idée dans ma vie. Je voudrais que mes amis soient en accord avec elle. Je voudrais que la société respecte cette idée. Je voudrais que la société interdise le non-respect de cette idée. Je suis prêt à me battre pour imposer cette idée. Nous avons là les marges de l'engagement. Imaginons que je suis contre les violences faites aux femmes. Je vais essayer dans ma vie de ne pas violenter une femme et d'essayer de le faire. J'ai de plus en plus de mal d'inviter les gros lourds, les gros machos à prendre l'apéro. Ceux qui vont me sortir des vagues salaces tout le temps, ou la célèbre histoire sur battre une femme avec une rose. Et je voudrais bien que la société respecte cette idée. Je voudrais même qu'elle interdise les violences faites aux femmes. Et je voudrais me battre pour cette idée en allant manifester si c'est nécessaire et en allant voter. Ce qui permet de tenir ça, c'est que j'ai un outil qui me le favorise. Ça s'appelle la démocratie. Si je ne passe pas par la démocratie, si je suis accélérationniste, c'est-à-dire que je considère qu'il faut aller plus vite, alors
je voudrais que la société respecte cette idée, eh ben, il ne me reste là que l'acte terroriste. Hein? Je vais agir de façon violente pour pouvoir agir. D'accord? Pour moi, il n'est pas possible de distinguer l'éducation civique et l'éducation citoyenne de l'éducation contre les radicalités. C'est ensemble. Il faut remettre les choses dans leur bon sens, hein, pour pouvoir avancer et aider. Et si on veut éviter toutes ces radicalités, hein, il nous faut nous mettre dans des situations de remettre en place des agoras dans lesquelles on puisse dialoguer, parler et discuter de ces choses-là. Si on regarde cela, eh bien, il y a des réseaux comme le vôtre, hein, qui existent. Il y a quelques structures qui existent, mais soyons d'accord, il n'existe quasiment pas de structure générale, hormis la télévision, qui, elle, diffuse un discours du plus radical, hein, et qui tend à dire circuler, il n'y a rien à voir, hormis l'idée de la doxa dominante. Et donc, du coup, on se retrouve dans une impossibilité de parler. J'ai fait un travail sur l'attentat de Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah, hein, sur un attentat sur une école juive, 3 enfants tués et un adulte tué. Et j'étais dans une soirée dans un quartier et j'en parle. Et on me dit, mais pourquoi tu parles avec les juifs? Je dis, mais c'est pas des juifs, c'est des humains. D'accord? Il m'a fallu du temps de discuter, de dialoguer. Ces espaces-là n'existant pas, les jeunes sont désemparés, me semble-t-il, car ils ont une envie de s'engager dans notre société avec leurs idées. Ils n'ont pas les espaces et ils n'ont pas le sentiment que la société puisse faire quoi que ce soit pour les écouter. Il me semble qu'il faut mettre en synergie l'individu, son niveau relationnel, l'environnement communautaire, l'environnement sociétal et la société. Que c'est un casse-tête qui ne marche que si on fait tout bouger ensemble. Sinon, on risque de se retrouver bloqué dans la situation. Plutôt que de ne pas parler, de ne pas voir et de ne pas entendre, je prône dans mes démarches auprès des établissements scolaires et des lycées qu'il faut remettre la capacité à entendre, à voir, à parler et à s'engager dans notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup alors pour cet éclairage autour de définitions, hein, fort éclairant, donc autour des nuances qu'il faut aussi faire sur les radicalités et la prise en compte de chaque situation, de chaque trajectoire et évidemment aussi cette conscience de tous face à cette problématique, hein, puisque voilà, on comprend bien que ce n'est pas uniquement un problème individuel, mais aussi sociétal. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être poursuivre par Monsieur Viac, qui est juste à côté de moi. Donc, moi, mon activité principale, c'est donc la réalisation de fiction ou de documentaires, mais principalement l'intervention auprès de jeunes dans l'accompagnement de projets audiovisuels. Alors, c'est un accompagnement qui se fait à partir de leurs idées et sur des temps qui sont assez longs. Je reprendrai ce qu'a dit Monsieur Alava par rapport à la nouvelle Agora. Ce type de projet, notamment un projet sur une série que des jeunes ont voulu réaliser, permet de mettre en place ces rencontres avec des publics qui sont très variés parce que l'objectif commun, c'est la création audiovisuelle. Et alors ces jeunes qui sont d'un quartier de Strasbourg ont fait appel à d'autres personnes, des adultes du quartier, mais aussi du fait de la nécessité des compétences autour de ce projet-là, de jeunes qui viennent du monde rural, de jeunes qui sortent d'études supérieures. Et au travers de cet objectif sur un projet long, puisque une série, ça met plusieurs années à se créer, on peut justement
créer une certaine mixité entre tous ces jeunes. Et au travers du prétexte de ce projet audiovisuel, on peut créer des dialogues et des débats. Pour moi, c'est assez important parce que j'ai vu au travers de ces projets-là des jeunes qui avaient une position, on va dire, pas cristallisée, mais en tout cas polarisée au début des projets et qui progressivement, en prenant confiance aussi avec les adultes, mais aussi en reconnaissant l'autre, en fait, même s'il est différent, ça leur a permis quand même de sortir de ces fameuses tribus où les codes sont les mêmes. Et à notre petite échelle, ça permet à ce qu'une vingtaine, une trentaine de jeunes puissent être en dialogue et en débat. Par ailleurs, avec le réseau Virage, on a développé un dispositif qui s'appelle « Et si j'avais tort ?» donc qui est issu d'un concept québécois du CPRMV et qui est plutôt sur le domaine de la prévention, comme ce que fait Virage. Et ce dispositif d'Et si j'avais tort est autour de la capacité des jeunes, et peut-être des moins jeunes s'il y en a, mais c'était plutôt des jeunes de collège, de lycée, de pouvoir travailler sur leurs certitudes. Donc en se posant 3 questions, et si j'avais tort, donc j'ai eu tort lorsque, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, qui et pourquoi, et qu'est-ce que votre réflexion vous a apporté. Alors ce travail-là, on l'a fait sur plusieurs années. Il commence toujours ce travail-là par un travail d'écriture où chacun se positionne par rapport à ces questions-là et essaye de réfléchir justement par rapport aux certitudes qu'il a. Et un exercice qui est assez compliqué puisqu'on l'a tous fait dans l'équipe et c'est pas simple à faire, mais la plupart se plient à cet exercice et ça leur permet de retravailler autour de leur parcours de vie des moments où en fait il y a eu des bascules sur certaines certitudes. C'est accompagné par soit des psychologues ou par mon équipe au niveau audiovisuel. Donc ça amène sur plein de thématiques qui sont peut-être aussi chacune une base génératrice de nouvelles radicalités, mais ça peut être, ou en tout cas peut-être de cause de ces engagements autour des nouvelles radicalités, notamment autour de la discrimination, beaucoup sur l'estime de soi, mais aussi le rapport intime à la famille, sur les violences intrafamiliales ou aussi la difficulté de parler à sa famille, de reconnaître, par exemple, il y a une jeune femme qui parlait du cancer de sa sœur et on voit à quel point c'était traumatisant pour elle. Il y en a aussi qui parlent assez ouvertement de questions qui sont un peu plus, on va dire, chaudes, notamment un jeune qui parlait du rapport aux Juifs où il pensait que les Juifs étaient des assassins. Donc il s'est rendu compte par lui-même que ce n'était pas le cas, notamment en discutant avec d'autres. Et il a voulu le transmettre, alors sans être visible, puisqu'on n'impose à personne d'avoir l'obligation de diffuser ces vidéos. Et évidemment, c'est déjà le travail autour de ces certitudes qui est important. Mais ce jeune, oui, voulait en parler parce qu'il avait cette certitude qui avait disparu. Ça lui avait fait c'était vraiment une surprise pour lui de s'apercevoir qu'en fait, les Juifs n'étaient pas des assassins. Voilà, donc ce travail-là, on l'a fait dans des collèges, on les a invités aussi à la maison des ados, notamment des lycées professionnels. Et donc, c'est un travail de prévention qui peut être développé. Vous pouvez le retrouver sur les chaînes du réseau Virage et de la maison des ados. Par ailleurs, avec Guillaume Corduan, on a aussi travaillé à un projet qui est resté un peu pendant par le fait des jeunes qu'on pouvait y inscrire, mais qui s'appelait Cogito, où on essayait de développer en fait des mini-fictions
avec des jeunes qui étaient en voie de radicalisation. Donc déjà dans un parcours quand même où ils étaient suivis, hein, ce qui n'est pas le cas par exemple des projets audiovisuels avec des jeunes qui n'ont pas de problématiques à part sociale ou territoriale. Au travers de la fiction, en fait, c'était la possibilité pour les jeunes de parler en fait de leurs valeurs et de pouvoir prendre du recul en créant des personnages et pouvoir s'exprimer, puisque c'est une des choses qui sont les principales avec le débat et la rencontre. Alors, on a eu deux possibilités de le faire qui ont été assez marquantes, en tout cas pour moi, notamment une jeune fille qui pour le coup, était déjà suivie au niveau judiciaire et qui profitait, je crois, de la fin du Covid pour se voiler totalement. Elle voulait, elle, développer une fiction autour de Buffy et les vampires, ce qui ressemblait pas du tout au code qu'elle renvoyait visuellement, hein, puisqu'elle adorait cette série-là, et notamment autour du maquillage. C'est ça qui était pour elle le plus passionnant dans la possibilité de faire une création audiovisuelle comme ça. Alors malheureusement, son parcours, elle est partie, et on n'a pas pu continuer, mais c'était assez intéressant de pouvoir voir que cette jeune femme, autour de cet objectif de projet audiovisuel et de sa passion qu'elle avait pour cette série, il y avait quand même un biais pour pouvoir déjà se raconter, exprimer des choses et peut-être créer et se projeter. Utiliser le maquillage peut-être pour pas se masquer, puisqu'il y avait quelque chose autour de ce rapport à l'identité. Un deuxième jeune avec qui nous avons pu travailler avec Guillaume, qui lui, pour le coup, nous exprimait plus toutes les frustrations qu'il avait par rapport à cette société qui était très injuste, inégalitaire et qui prônait des valeurs qui lui convenaient pas. Et notamment, c'était l'histoire d'un jeune homme qui était influenceur sur Instagram et qui, pour faire du buzz, en fait, allait voir un clochard et lui tendait un billet de 5 € et finalement, au dernier moment, lui retirait. Voilà. Et donc, il avait créé cette histoire. Après, c'est pareil, il est parti en sévère, donc on n'a pas pu continuer. En tout cas, la fiction, que ça soit pour des jeunes qui sont là, pour le coup, repérés en voie de radicalisation, mais aussi pour des jeunes qui ne sont pas et qui pourraient avoir quand même des processus de polarisation qui sont quand même assez légion et pas uniquement pour les jeunes, permet de prendre de la distance et de pouvoir s'exprimer et collaborer au sein d'un projet comme les projets audiovisuels avec des personnes qui sont différentes. Et on voit que quand les rencontres comme celle-ci se font, déjà on peut entendre des voix différentes, notamment ce que vous pouviez dire, Monsieur Alava, par rapport à la démocratie, où j'entends beaucoup quand même, moi, que, notamment dans les quartiers, que ce serait mieux que le FN passe, parce qu'en fait, au moins, les choses sont claires et qu'ils ont tendance à ne plus supporter cette espèce d'hypocrisie ambiante. Et c'est des choses qu'on entend aussi par ailleurs. Après, je peux parler aussi du milieu culturel et les jeunes qui font partie du milieu culturel, où on sent aussi une polarisation sur pas mal d'aspects. Ça a toujours été le cas, je pense, un peu dans la culture, puisqu'on prend des engagements. Mais sur les questions de genre, sur le féminisme, les codes ont vraiment changé et chacun doit se positionner. Et pour des ados, je pense que c'est pas évident. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. On va poursuivre par le docteur Cordian, qui va nous présenter des vignettes cliniques issues de son expérience de terrain. Du coup, je vais rebondir sur les différents propos de mes collègues juste avant. Déjà, dans un premier temps, peut-être revenir sur la question identitaire, comment nous, on peut l'entendre d'un point de vue clinique, parce que c'est sûr que la question identitaire est centrale dans le processus adolescent. Et si on parle ici de radicalisation, de radicalité, c'est surtout à l'aune de ce qui se joue dans cette période de vie particulière qu'est l'adolescence. La question identitaire,
est un élément central parce qu'elle va permettre à l'enfant devenant adulte de se différencier, de se subjectiver, de s'individuer. Et l'exposition des marqueurs identitaires va être pour lui essentielle pour indiquer qu'il est en train de sortir de l'enfance, qu'il est en train de passer à l'âge adulte. Alors cette monstration, cette façon de le rendre visible à l'extérieur va être d'autant plus importante que dans certaines situations, son processus naturel adolescent d'individuation, de subjectivation va être escamoté au profit d'un collage identitaire qui va proposer justement l'illusion d'un passage comme ça direct vers un âge adulte. Et on va voir comment dans certains cas, c'est une façon d'éviter les conflits psychiques que génère l'adolescence. Alors c'est le cas notamment dans de nombreux processus de radicalisation qu'on rencontre ici avec l'équipe du réseau Virage, qui vont faire l'économie de ce qu'on appelle la séparation psychique, l'économie du deuil des objets parentaux, et qui va permettre l'évacuation, entre autres, de l'angoisse de mort, avec l'avènement d'un sentiment de toute puissance infantile qu'on peut retrouver dans certains discours à travers un fantasme d'auto-engendrement, c'est-à-dire que je ne suis plus le fille de quelqu'un, je n'ai besoin de m'affilier à personne, ou à l'inverse, de fusion complète avec une image idéalisée d'un parent, notamment par exemple d'une maman, c'est quelque chose qu'on a pu observer à plusieurs reprises. Et on voit comment le groupe identitaire radical va à cet endroit se substituer alors au groupe familial et à l'autorité parentale ou on va dire aux représentants de cette autorité parentale qu'on va retrouver notamment à l'école, on en parlera tout à l'heure. Et cette substitution va se jouer particulièrement dans une dynamique d'autorité idéologique affiliative. Et une affiliation à cette idéologie qui va prendre toute la place d'autorité qu'avaient jusqu'à présent les figures parentales. Alors, Mark Seligman, dans son concept de communauté imaginaire de revendication politique, on en a déjà parlé plusieurs fois, l'observait, le décrivait déjà finement, c'est que ce collage identitaire se fait par auto-catégorisation. Vous vous rappelez peut-être qu'à une époque, on évoquait le fait que les jeunes gens pouvaient être manipulés. Ça pouvait être un discours également de parents qui disaient on lui a lavé le cerveau, il est plus maître de lui. Et ce que nous décrivait Seligman déjà à l'époque et qu'on observe, nous, régulièrement, constamment, c'est que le jeune va de lui-même aller s'auto-catégoriser, se considérer, se revendiquer comme faisant partie d'un groupe qui est perçu comme victime de préjudice, d'une part, et donc de façon active chez le sujet. Et d'autre part, alors ça c'est l'aspect radical, c'est que ce groupe identitaire est perçu comme présentant une menace. Une menace, alors après à définir pour qui, pour la société, ou à quel endroit pour la société. Parmi ces menaces, on peut regarder un peu plus précisément, si on regarde uniquement sur la question des différences de genre, le travail de certains anthropologues, qui montrent que ce danger va s'incarner on va dire peut-être que depuis que l'homme est homme, en tout cas le début des sociétés humaines, par deux principales menaces. Et les mythes nous renseignent beaucoup là-dessus. Une des menaces notables, c'est que les hommes retournent leur violence potentielle, les jeunes hommes retournent leur violence potentielle vers leur groupe d'appartenance, qu'on pourrait qualifier d'endogroupe. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, que les femmes, elles, offrent leur capacité, à savoir celle d'avoir des enfants, leur fertilité, au groupe adverse, à l'exogroupe. Et dans une dynamique de quête identitaire radicale, des adolescents en recherche d'outils de rupture avec leur société d'appartenance, c'est-à-dire leur société, leur famille, leur endogroupe,
vont s'approprier ces deux signifiants. Donc, classiquement, on va voir chez les garçons, ça va prendre la forme de la légitimation de la violence contre la société. Et puis, classiquement, on ne veut pas dire tout le temps, hein, bien entendu, mais c'est ce qu'on observe fréquemment, et c'est ça qui vient prendre du sens d'un point de vue vraisemblablement anthropologique et dans la psychologie individuelle. Chez les jeunes filles, la conversion à la religion du groupe perçu comme extérieur, le classique, et on a une thésarde en sociologie actuellement au réseau Virage qui travaille et qui fait sa recherche sur cette question-là, comment justement chez les jeunes filles, la conversion à l'islam et le port du voile va être vécu avec inquiétude par les familles et par les sociétés, la société, ceux qui vont relayer le vécu familial, à savoir l'école, comme une menace, vécu comme une menace, parce que vraisemblablement, cela indique leur disponibilité sexuelle et donc de procréation pour une communauté qui est perçue comme un exogroupe, comme extérieur. Alors ça peut prendre des formes beaucoup plus explicites, hein, comme il y a quelques mois de ça, il y a eu le procès d'une jeune femme qui était partie comme sage-femme auprès de Daesh en Syrie. Donc, cette introduction pour rappeler que la dynamique radicale offre à l'adolescent un moyen de résoudre la problématique identitaire propre à cette période de vie en quittant son endogroupe et en y projetant une partie de sa violence, on peut qualifier de sa haine, mais qu'on peut qualifier également de rage, comme l'avait décrit certains collègues dans d'autres écrits. Alors aujourd'hui, l'idée c'était d'évoquer les nouvelles radicalités, dont je vous l'avais dit en introduction. Nous, ce qu'on observe, ce sont parmi les jeunes dont nous occupons, nous observons de plus en plus l'expression de haine polymorphe. Même si certains continuent d'être mus par une idéologie très structurée, il est quand même de plus en plus fréquent que leurs supports idéologiques soit se succèdent l'un après l'autre. Donc on peut voir comme ça je pense notamment à un jeune homme qu'on accompagne depuis de nombreuses années qui, après s'être converti à l'islam et avoir revendiqué des positions extrêmement fondamentales, puis avoir envisagé de rejoindre des mouvements violents, finalement est passé sur d'autres formes de radicalité qu'on peut qualifier de masculiniste ou d'incel à discuter. Alors ça c'est une succession, on a eu d'autres jeunes filles qui sont passées de mouvements radicaux religieux à des mouvements radicaux politiques féministes et qui étaient passées préalablement par une forme de radicalité individuelle qui n'était pas sous-tendue par une idéologie, mais qui était, on va dire, plus facilement décrite par la psychiatrie à travers notamment des comportements radicaux dans l'hyper-contrôle de leur corps à travers des périodes d'anorexie. Donc ça, c'est des successions, ou alors on voit des hybridations des idéologies, parfois de façon un peu l'alliance de la carpe et du lapin, des choses assez étonnantes, mélangeant à la fois du racisme, du masculinisme, une adhésion à certains éléments qu'ils avaient pu retrouver notamment dans le salafisme, mais tout bien que sous-tendu quand même par une xénophobie, donc des choses qui n'existent pas, qui n'est pas organisée, on va dire, par des idéologies et des groupes, mais sur lesquels vont s'étayer la haine et la légitimation de la violence chez certains de ces jeunes. Alors, comme je le précisais en introduction, comme Catherine, tu m'avais invité tout à l'heure à le faire, il y a, à notre sens, toujours un invariant que M. Alava a décrit, c'est que c'est ce besoin
de passer de la passivité à une position d'agentivité, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire sentir qu'on est dans une capacité à agir. Et nous continuons à observer que les personnes radicalisées expriment à travers de la haine ou de la rage l'impasse psychique dans laquelle elles se trouvent, une impasse qui découle d'une passivité vécue à différents moments de leur vie. Alors chaque situation est bien entendu assez différente, mais si on peut en citer 3 principales, je dirais que ces positions, ces moments de passivité, ces positions de passivité vont se retrouver en premier lieu dans des événements traumatiques, puisque le trauma est par essence le moment où le sujet subit un événement sur lequel il n'a pas de prise et qui va déstructurer une partie de ces systèmes de protection psychique. Alors, on a exploré déjà cela dans des webinaires, dans des articles. Dernier article en date de 2022. C'est ça que je voulais vous projeter, que j'ai pas réussi, mais on vous le projetera tout à l'heure, où il est disponible sur le site du réseau Virage. Et où nous avions illustré la question du lien entre trauma et radicalisation violente à travers la question de la désorganisation, la dissociation psychique que cela induit. Et on avait illustré cela à travers la situation, notamment d'une jeune femme qu'on avait prénommée Viviane et d'une autre jeune femme qu'on avait prénommée Jeanne, qui toutes les deux avaient vécu des agressions sexuelles. Alors ça, c'est une partie des traumas psychiques sur lesquels on va retrouver, mais ce qu'on va retrouver bien plus fréquemment encore, ce sont des traumas en lien avec des dysfonctionnements du système familial. Ça peut prendre différents aspects. On l'avait décrit en 2020 dans un article que nous avions publié également avec l'équipe, avec notre thérapeute familial Sébastien Dupont, sur l'exemple d'un accompagnement en thérapie familiale que nous avions mené avec une jeune et sa famille pendant quelques années ici au réseau Virage. Mais on a de nombreux exemples là-dessus, où je peux prendre l'exemple d'un jeune homme que nous avions prénommé Jérémy, que nous avions accompagné dans un autre département, où on découvrait chez lui, comme chez d'autres jeunes gens qu'on a pu suivre, un père dans une position de toute puissance. Alors, c'est pas la position de toute puissance qui va faire que les services sociaux seront déjà alertés depuis longtemps sur cette famille, mais c'est une position de toute puissance qui va marquer durablement le fonctionnement psychique de l'enfant et son rapport à l'autorité, parce que c'est une position parentale, notamment paternelle, qui donne à l'enfant l'idée que son père ou son parent a un droit de vie et de mort sur lui. Et ça, on a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est donc le cas de Jérémy notamment, qui n'avait quasiment aucun contact avec son père, à l'exception de quand sa mère avait des difficultés pour imposer un peu l'autorité, elle appelait le papa, le géniteur, on va dire, et qui venait imposer la règle, la loi, la contrainte, mais de façon extrêmement violente, Jérémy nous décrivant en fait des menaces de mort, tout simplement. Des menaces de mort, et pas n'importe lesquelles, à savoir je vais te couper la tête si tu n'obéis pas à ta mère. Autre exemple que nous avions eu d'une jeune fille qui nous décrivait, avec tout le paradoxe et l'ambivalence qui va avec cette situation, qui nous décrivait en rigolant, qui nous disait « Avec mes sœurs, on en rigolait souvent, on se disait qu'on préférait mourir écrasé par un camion que d'être marié de force au cousin, comme nous contraint, nous oblige, nous menace notre père. » Alors on souligne bien entendu on en rigolait avec mes sœurs, on préférait mourir
que, parce qu'il n'y a effectivement, dans ces situations et dans ces fonctionnements familiaux, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas la possibilité, comme décrivait Monsieur Alava tout à l'heure, il n'y a pas la possibilité de discuter, il n'y a pas la possibilité d'échanger, il n'y a pas la possibilité pour ces jeunes d'exprimer leur position, leurs questions, leur vécu, leurs émotions. Il n'y a pas l'espace, tout simplement, pour le faire. Il y a une loi, il y a une autorité descendante, totalitaire, qui s'impose à eux, comme parfois au reste de la famille. Alors, si je reprends l'exemple de celui que nous prénommons Jérémy, il va développer, Jérémy, une fascination pour un chef militaire d'un pays lointain et d'une autre culture que la sienne, hein, de surcroît. Et ça va le fasciner au point de s'identifier petit à petit à ce personnage et a une volonté de devenir lui-même tout puissant. Alors, est-ce que on peut le comparer au phénomène Che Guevara qui existait effectivement dans les années 70 et 80? Peut-être en partie, à la différence que il n'y a pas l'effet, on va dire, de mode. Il y a là quelque chose d'idiosyncratique chez Jérémy, qui n'est propre qu'à lui-même, qui est la seule solution qu'il a trouvée pour sortir de l'impasse dans laquelle il est, passivé par son père, mais également passivé par le reste de sa capacité à se socialiser. J'en parlerai un petit peu juste plus tard. Mais avant de poursuivre sur l'exemple, la situation clinique de Jérémy, terminer sur ces questions de dynamique familiale, du système familial. Décrit par différents collègues comme des fonctionnements d'emprise intriqués ou, comme je vous le disais tout à l'heure, de passivation de l'enfant. On est amené avec les collègues à observer certaines situations sous un jour qu'on peut qualifier d'aliénation parentale. Et c'est le cas dans un article qui est publié dans notre dernier rapport d'activité qui sera bientôt disponible sur notre site, où nos collègues décrivent certaines situations qu'on a pu accompagner où la toute puissance du parent va conduire à exclure le tiers à travers l'autre parent, mais le tiers également à travers la société, avec son représentant principal qui est la scolarité, l'école, et bien sûr l'incapacité à se différencier, à se subjectiver, à avoir un discours différencié du parent tout-puissant. Donc ces situations extrêmes, on les observe, on essaye de proposer une forme d'accompagnement, non sans difficulté, puisque comme vous pouvez vous en douter, dans ces situations-là, il n'y a pas que l'enfant ou les enfants qui n'ont pas conscience du besoin d'accompagnement, on a même donc un parent qui le refuse puisque tout va bien tant qu'il reste, lui, dans une position de toute puissance. Alors, je vous parlais du rapport d'activité, tout frais, tout neuf, qui va bientôt sortir. Il a été l'occasion de faire un focus sur un autre aspect qui nous apparaît alors non pas nouveau, mais sous un autre jour, sous une autre lumière que ce qu'on pouvait observer dans les premières années du réseau Virage. C'est la question du lien entre processus de radicalisation et certaines formes de troubles autistiques. Une autre vulnérabilité individuelle, jusqu'alors peu explorée, qui génère un vécu de passivation et d'échec dans les relations sociales. Et on va voir comment, dans certaines situations, ça conduit à des passages à l'acte potentiellement graves. Alors, tout ça, cette réflexion autour des troubles autistiques n'est pas le fruit d'un intérêt juste personnel ou que sais-je, mais ça avait commencé en 2017. Nous étions intervenus aux États généraux sur la radicalisation violente qui avait lieu à Paris sous l'égide
je ne sais pas si certains y avaient assisté, hein, d'un groupe de recherche, et c'était Fethi Benslama qui, à l'époque, avait dirigé le comité scientifique, et un livre en était sorti édité au Seuil en 2019. Donc, nous étions intervenus là-dessus et nous avions assisté à la conférence de Marc Deschênes, qui est professeur de psychologie à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Et nous avions été étonnés à l'époque de l'entendre repérer une forte prévalence des troubles autistiques dans la population des jeunes suivis par le Centre national néerlandais de soutien contre l'extrémisme violent. Et finalement, 6 ans plus tard, nous faisons à notre tour le constat que plusieurs jeunes accompagnés par le réseau Virage, alors c'est de loin pas une majorité, bien entendu, mais c'est peut-être les situations les plus délicates et sur lesquelles nous sommes les plus inquiets de passage à l'acte violent, que plusieurs de ces jeunes présentent un trouble du spectre autistique. L'hypothèse développée à l'époque par Marc Deschênes était notamment que ces jeunes étaient dans une incapacité psychologique à gérer la complexité de la vie et que l'idéologie radicale venait proposer un certain ordonnancement dans leur entropie psychologique. Alors, les jeunes que nous avons accompagnés, c'est vrai que même si certains étaient déjà connus des services de psychiatrie, ce qui était frappant, c'était que quand même la plupart, enfin tous d'ailleurs, à l'exception peut-être d'un ou peut-être de deux, n'avaient pas de diagnostic au moment du début de notre prise en charge. Pourtant, ces jeunes avaient déjà été repérés pour des difficultés en termes d'adaptation scolaire, certains avaient déjà bénéficié d'orthophonie, de psychothérapie, mais l'absence de retard intellectuel associé, une adaptation de façade, un environnement familial souvent stimulant, ou en partie, on va dire, dans le déni des troubles, avait permis une dissimulation quelque part du trouble. Alors on retrouvait des éléments assez typiques de la symptomatologie de syndrome d'Asperger chez certains, avec une politesse parfois exagérée, un vocabulaire, un langage précieux, une faible communication non verbale, ou une tonalité de voix peu accordée, qui donnait souvent un sentiment de bizarrerie perçu par l'extérieur. Alors, l'inadaptation qui en découlait par défaut d'intégration des codes sociaux, des habilités sociales, comme on dit, par défaut de théorie de l'esprit, de la capacité à imaginer ce que l'autre peut penser, a pu conduire les professionnels qui n'étaient pas familiarisés au trouble du spectre autistique à penser que ces jeunes étaient dans la provocation. C'était le cas notamment de certains d'entre eux qui ont été en interaction avec des policiers, avec des surveillants de prison, ou même avec des juges ou des éducateurs ou enseignants peu formés. Alors c'est vrai que à ce niveau-là, alors je ne vais pas m'attarder davantage sur la question des troubles autistiques. Ce qui nous avait paru important, c'était je vais peut-être repartir sur un exemple clinique justement d'un jeune homme qu'on peut prénommer là pour la conférence Léon par exemple. Alors, Léon avait la particularité, avait eu des intérêts restreints depuis la petite enfance, où il projetait un idéal de vie souvent irréaliste, où il passe d'une fascination à l'intensité souvent inadaptée, on va dire, pour des choses anecdotiques comme les planètes ou d'autres sujets un peu cosmologiques. Le souci est apparu quand il a commencé à s'intéresser de façon très envahissante aux armes de guerre. Puis, à la découverte, lors d'une discussion au salafisme, qu'il a investi de la même façon, de façon extrêmement recentrée. Et il est passé après, pendant le Covid notamment, à une adhésion à diverses théories conspirationnistes qui ont petit à petit alimenté un vécu de persécution grandissant.
Alors ce vécu, cet aspect vraiment persécutif nous paraît essentiel pour comprendre ce qui se joue chez Léon ou chez d'autres dans leur processus de radicalisation, parce qu'il peut être l'aboutissement d'un sentiment d'exclusion, de ressentiment qui fait suite à des moqueries, un vécu de rejet, de harcèlement, on en parle beaucoup, et les jeunes gens avec des troubles autistiques en sont souvent victimes. Et on a d'autres jeunes gens qui pouvaient ainsi décrire l'impact de leurs difficultés en théorie de l'esprit dans la relation à leurs camarades. Et comment finalement, au fil du temps, ils se sont défendus en adoptant des positions de mépris envers les autres ou en adhérant, pour celui qu'on a prénommé Salomon, à des idéologies d'extrême droite et conspirationnistes, grâce auxquelles il pouvait fantasmer une société juste, organisée, pure, comme il le décrit, dans laquelle il aurait une place. Pense-t-il. Malgré toute l'ambivalence, puisque se sachant quand même, au bout d'un temps d'accompagnement, se sachant lui-même porteur d'un handicap, d'une difficulté, mais ayant quand même besoin de fantasmer sur cette société pure. L'enjeu, que ce soit pour Salomon, pour Léon ou pour d'autres, c'est de trouver avant tout un responsable, un bouc émissaire, qui serait responsable de leur situation d'échec au niveau que ce soit social, scolaire, affectif. Quand je dis affectif, ça va être amoureux ou sexuel, on en parlera après parce que c'est un élément important dans ce qu'on observe. Alors c'est le cas notamment justement de Léon qui attribue désormais ses difficultés à avoir une petite amie, une femme, comme il dit. Il va attribuer ça à la théorie du grand remplacement. Alors, il s'était converti à l'islam, mais désormais, comme je vous le disais, il va hybrider ses sources idéologiques en adhérant à ces théories d'extrême droite, où les jeunes femmes, selon lui, préférerait les personnes d'origine étrangère à la peau foncée et, de par son identité occidentale, le contraindrait à vivre toute sa vie célibataire. Là, on retrouve le discours justement incels, masculiniste, qui est revendiqué par les personnes qui se considèrent comme des célibataires involontaires. Autre point en termes d'hybridation, non pas de radicalité, mais pour nous, principalement plutôt de crainte du passage à l'acte violent, ça a été de travailler régulièrement avec ces jeunes gens sur les règles relatives à la sexualité. Notamment que ce soit l'intimité, mais également la question du consentement et de l'âge qu'un consentement rend possible. Il y a notamment un jeune homme pour lequel on a craint, comme c'est le cas maintenant pour 2 des jeunes gens qu'on accompagne, qu'il puisse se retrouver lui aussi en situation d'agresseur sexuel. Et lui, c'était notamment vis-à-vis d'enfants dont il ne percevait pas la différence d'attente dans leur proximité physique, en leur attribuant de possibles désirs sexuels identiques aux siens. Alors, je vous disais, parmi ceux qu'on accompagne, il y en a 2 qui ont été en effet agresseurs sexuels, et c'est d'ailleurs à ce titre-là que la justice, c'est pour la première fois qu'ils ont rencontré pour la première fois justement la justice. Alors que ce soit, on en a plusieurs effectivement sur ces questions de sexualité qui ont été séduits par les rhétoriques salafistes qui leur proposaient à la fois d'expier leurs pulsions sexuelles vécues comme incontrôlables et impures, et ça notamment pour certains des pulsions homosexuelles, et en plus, encore une fois, d'ordonnancer cette entropie psychologique qui n'arrivait pas à gérer. Alors plus généralement, si on s'écarte un petit peu de la question des troubles autistiques, pour rejoindre un peu ce que pouvaient dire mes collègues précédemment, on pourrait se dire qu'une des autres fragilités, au-delà du trauma,
au-delà des dysfonctionnements familiaux et puis des particularités du manque de capacité en théorie de l'esprit, sont globalement les fragilités narcissiques. Et les fragilités narcissiques, c'est un énorme fourre-tout, parfois massivement exacerbé. On sait que ça peut être le cas chez les jeunes gens dont on parlait juste avant, mais qui vont être exacerbés du fait du modèle en vigueur dans nos sociétés. L'exemple paradigmatique actuel, comme le décrivait Monsieur Alava, c'est le fonctionnement des réseaux sociaux, où les haines des uns viennent résonner avec celles des autres, et cela se diffuse à une grande vitesse, avec une grande intensité, comme on ne l'a jamais vu. Parce que certes, on a toujours connu les vagues d'antisémitisme, les dénonciations de sorcellerie, mais la particularité des réseaux sociaux actuellement rend certainement vient de la rapidité, de l'intensité avec laquelle peut se diffuser les messages et identitaires et de haine. J'aurais eu également peut-être un propos rapide pour amener peut-être la discussion avec vous sur la question de l'institution scolaire. L'institution scolaire a été plusieurs fois frappée par des actes de violence. Chez nous, en France, par des revendications identitaires extrémistes religieuses, à d'autres endroits, en Amérique du Nord, à travers des passages à l'acte de meurtre de masse. Et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, nos inquiétudes face à certains des jeunes qu'on accompagne, qui auraient pu être dans l'un ou dans l'autre, je dirais, passage à l'acte, au vu de ce qu'ils ont pu décrire et ce pourquoi ils sont poursuivis. Alors c'est vrai que l'école est un lieu d'expression des radicalités, un lieu d'expression des radicalité depuis toujours et peut-être pas pour rien. D'une part parce que c'est la chambre d'écho des problématiques du système familial depuis toujours, les enseignants portant les fonctions parentales sur lesquelles justement les enfants vont projeter des fonctions parentales en termes d'autorité, en termes de légitimité, et donc face auxquelles l'enfant devenu adolescent va devoir se démarquer, se subjectiver, se différencier. Et donc le fonctionnement familial qu'on décrivait succinctement tout à l'heure va se reproduire dans le lien entre l'enfant et l'enseignant. Et on peut très bien imaginer qu'un enfant pour lequel il est impossible de se différencier, d'aller contester l'autorité absolue du parent, il va tester cette différenciation, il va tester cette opposition à un autre endroit, notamment avec la figure d'autorité qu'est l'enseignant. Premier point. Deuxième point, c'est que l'école est depuis toujours lieu de confrontation, justement, entre l'intime de la famille et l'extime de la société. Et c'est notablement l'endroit où va se retrouver les questions, la confrontation des normes, que ce soit les normes morales ou de ce qui fait autorité en termes de vérité. Est-ce la science ou est-ce que c'est la croyance ? Ce sont également l'endroit où vont s'affronter les normes sociales. Et c'est particulièrement vrai à l'adolescence, je ne vous apprends rien, à travers l'avènement du pubertaire, les questions autour du corps, de la sexualité et du rôle genré sont massivement au devant de la scène. Et donc, ce n'est pas pour rien que se jouent à l'école ces questions-là de façon massive. L'homophobie latente, pas forcément latente, elle est visible, elle est extrêmement exprimée dans certains établissements scolaires, légitimement du harcèlement, légitimement de la violence, en est hélas un des exemples. Je lisais pas plus tard que ce matin l'exemple encore d'une école, d'un collège où les enseignants de français avaient interpellé le ministre
de l'Éducation nationale parce que de plus en plus d'élèves contestaient le fait qu'il puisse y avoir l'étude d'œuvres d'art où apparaissent des corps dénudés. On est bien là sur la confrontation entre des normes morales qui, à mon sens, n'est pas du registre de la radicalisation violente, mais bien de la confrontation de ces normes morales. En revanche, si je prends l'exemple d'un jeune homme que nous accompagnons depuis peu, qu'on peut prénommer par exemple Georges, il vit dans l'établissement scolaire un vécu d'exclusion lié à des expériences de harcèlement, lié à des difficultés scolaires. Il y a une défaut de prise en compte de ses particularités et ces difficultés d'intégration vont le conduire à ne pas trouver d'autre solution que d'imaginer d'aller au collège avec une arme. Et donc là, l'enjeu pour nous, ça va être d'aller chercher, d'aller lui permettre d'exprimer cette détresse, ce sentiment d'impasse dans laquelle il est, et de réagir au plus vite pour lui permettre de ne plus d'être confronté à ce qu'il vit comme une expérience de persécution en étant dans son collège. Je voulais terminer peut-être aujourd'hui avec la question que j'ai déjà abordée, toile de fond, sur l'ordonnancement du rôle homme-femme. Je vous disais qu'on retrouve constamment chez tous les jeunes gens qu'on a suivis, nous, donc il y a un biais, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis chez ceux qu'on a accompagnés, et qui étaient dans une radicalisation violente. Une revendication comme je vous disais tout à l'heure, de guérir d'un préjudice, d'une injustice. Mais un autre point qui nous apparaît saillant, c'est la question de l'ordonnancement du rôle homme-femme. On le disait tout à l'heure, l'entrée dans la vie affective et sexuelle pour certains des jeunes gens que nous avons en soins, en accompagnement, est fréquemment marquée par un sentiment d'échec. D'échec et un sentiment de passivité. Passivité liée à une insécurité, qu'elle soit de nature traumatique, agression, exclusion, harcèlement, ou narcissique. Je ne suis pas à la hauteur. Pas à la hauteur de quoi? Là, on peut de nouveau se poser la question, quelle identification aux modèles parentaux est possible? Je vais vous repartir sur peut-être un exemple clinique, celui de Paul, qui développe depuis maintenant plusieurs mois une misogynie diffuse, massive, où sa haine des femmes se situe à l'endroit, alors parce qu'elle justement, elle lui indique qu'il est en échec dans son parcours de vie amoureuse et sexuelle. Il les déteste parce qu'elle se refuse à lui, et elle se refuse à lui en refusant de se soumettre dans une position inférieure. C'est comme ça que lui le perçoit, le comprend, l'interprète, et ça l'amène à être dans des positions soit d'agresseur, comme je vous le décrivais tout à l'heure, soit physiquement, soit sexuellement. Et tout l'enjeu dans l'accompagnement de Paul, ça va être de lui permettre d'établir une relation sociale avec des femmes qui n'est pas constamment interprétée, lue à travers ce prisme déformant de « elle me nargue, elle sait que je ne suis pas capable d'être son amant, quelque part, et c'est à ce titre-là que je la déteste ». C'est également le cas de celui qu'on avait prénommé Jérémy, qui, en plus de
d'être dans une forme d'idolâtrie pour un chef de guerre, annonce à l'école vouloir égorger les prostituées, car, selon lui, elles viennent salir l'image de la femme. Mais derrière ça, on entend bien dans l'accompagnement qu'on tente d'amorcer avec lui, qu'il y a dans ce que représente à son sens la prostituée, la sexualité, et derrière la sexualité, celle par laquelle il est venu, c'est-à-dire la sexualité de sa mère qui lui est insupportable de se représenter. Donc on touche à des éléments extrêmement intimes du sujet où il faut parfois des mois, voire des années pour pouvoir y accéder. C'est le cas quand on parle de sexualité, c'est le cas lorsqu'on parle de fragilité narcissique, bien entendu, c'est le cas, bien sûr, quand on parle également des traumas. On a pu accompagner pendant peut-être plus de 4 ans une jeune fille de façon plus ou moins intense. Je remercie pour ça le travail qu'avait réalisé Rabia Senoussi, notamment à travers une présence sur les réseaux sociaux auprès de cette jeune fille. Mais on a su 4 ans plus tard ce qu'on avait imaginé, mais qu'elle avait toujours nié, à savoir qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles quand elle était plus jeune, mais qu'elle n'avait jamais réussi à s'autoriser à en parler. Et c'est des années plus tard où elle a pu l'exprimer parce qu'elle avait entendu, c'est ça comme ça qu'on l'a en tout cas interprété, qu'elle nous l'a exprimé, parce qu'elle avait entendu que nous étions capables, je dis nous, pas spécifiquement nous, l'équipe du réseau Virage, mais nous, les adultes qui avons pour mission d'accompagner les adolescents et les jeunes gens, nous étions capables d'entendre ça sans la juger. Donc, je vais m'arrêter là-dessus avec l'idée que c'est ce qu'on prend pour des nouvelles radicalités sont vraisemblablement des expressions diverses de souffrance, d'impasse dans lesquelles se trouvent ces jeunes gens, d'impasse narrative, d'impasse narcissique, d'impasse liées à des particularités de fonctionnement qui leur sont propres, mais qui nécessitent qu'on soit nombreux, qui nécessitent qu'on les écoute, qui nécessitent qu'on prenne le temps, parfois de nombreuses années, et qu'on reste disponible pour leur permettre de mettre en mots ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent au quotidien pour qu'ils puissent imaginer un avenir différent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Corduan. Alors, j'en profite pour rajouter une toute petite précision au sujet de la thésarde, qui est donc notre collègue, effectivement, au sein du réseau Virage, qui s'appelle Camille Bessa et qui est effectivement doctorante en sociologie, qui travaille notamment sur la dimension de genre dans les trajectoires de radicalisation. Voilà. Alors, merci à tous les trois. Donc, effectivement, on peut retenir de ces 3 interventions, d'une part, le caractère multifactoriel dès lors qu'il est question de radicalisation, l'importance de tenir compte du contexte familial, des parcours de vie, du contexte social et effectivement de la dimension psychopathologique, comme tu viens très bien de l'expliquer à travers plusieurs vignettes cliniques, le docteur Corduan. Et enfin, évidemment, de l'importance de l'accompagnement pluridisciplinaire et de la difficulté d'ouvrir le dialogue dans les situations de polarisation. Et donc, moi, j'aurais une petite question encore pour vous, Monsieur Alava, si vous voulez bien. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de maintenir le dialogue, d'ouvrir le débat, et notamment dans les espaces publics. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple concret à nous apporter d'une situation où il aurait peut-être été question de mettre en place des outils pour ouvrir ces dialogues, puisque la grande difficulté
c'est peut-être à des personnes qui sont totalement opposées au dialogue, de leur permettre d'ouvrir de nouveau ce dialogue. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous amener de ce côté-là? Il y a plusieurs expériences qui se passent soit dans des établissements, soit à l'extérieur dans des quartiers où, avec l'aide de l'ensemble des milieux éducatifs, mais aussi des milieux politiques de la ville, est ouvert des possibilités de dialogue et de choix. Plus il y a de démocratie participative, plus la population peut participer à la décision et les jeunes peuvent participer à la décision. On voit que alors, à la fois, ils s'éduquent civiquement et à la fois, ils voient bien que ce que Guillaume Corduan a appelé la gentilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être capables d'eux et qu'ils peuvent être dans les situations être capables d'eux. Là, ce sont des situations sociales. Quand après l'attentat à Carcassonne, la préfecture nous demande d'intervenir pour recréer le dialogue dans un quartier, et dans ce quartier-là, après 2 mois d'intervention, on arrive à réunir autour d'une table les jeunes du quartier, les éducateurs et les responsables politiques, simplement pour parler de quoi? D'emploi, de possibilité d'avoir des lieux pour les adolescents autonomes, même temps du respect de la loi, et ça va être des éléments qui vont montrer qu'il y a quelque chose de possible et que la seule façon d'agir n'est pas la façon violente. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est important. Le travail en cité éducative en est d'autres. Et ils sont termes. Parfois, la mise en place de médias et de médias de quartier. On a beaucoup parlé des médias jeunes et là où les jeunes se trouvent à réaliser des enquêtes, à faire. Et je crois que ce sont des expériences. Il y a une expérience dans un quartier de Lille très intéressante sur la question des violences policières, où les jeunes, plutôt que de faire des émeutes, se sont mis, comme les journalistes, avec l'aide de l'école de journalisme, à enquêter, à faire une enquête et à réaliser de l'information. Donc il y a différentes formes. Voilà. Pour moi, il y a plusieurs niveaux et je crois que l'idée de travail interprofessionnel est très importante. Moi, mon travail consiste à essayer de trouver les dispositifs qui préviennent. Après, bien sûr, il y a toujours un assemblage entre une démarche ou une scène personnelle, individuelle, une scène familiale, une scène sociale. La difficulté, c'est que si on veut que on sorte par l'avant, c'est-à-dire à la fois par le droit à l'opinion. Il faut rappeler que la liberté d'opinion existe chez tout le monde et qu'on ne va pas se mettre à réglementer toutes les opinions, surtout celles qui ne nous plaisent pas. Il va nous falloir construire une démocratie qui évite le passage à la violence. Et ça, je crois que là, c'est un travail très important de l'éducation nationale de pouvoir recréer ces espaces-là. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions si vous le souhaitez ou à simplement interagir. Bruno Michon, on vous écoute. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour ces éclaircissements qui viennent vraiment renforcer les interrogations qu'on se pose dans le réseau Virage, enfin renforcer les interrogations et puis commencer à poser des pistes pour les résoudre. C'est vrai que nous on a été très et puis de manière générale, moi en tant que sociologue, je m'interroge beaucoup sur l'évolution du discours politique et médiatique autour de ces radicalités. Que ce soit à Sainte-Soline ou que ce soit sur l'extrême gauche ou que ce soit sur d'autres types de radicalité, on sent ou féministe, on sent un discours de plus en plus inquiet qui va employer le même terme, donc de radicalisation, radicalité, etc., pour qualifier l'ensemble de ces mouvements.
Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, ben, on se demande qu'est-ce qui va se passer lorsque on va recevoir des jeunes écolos, des jeunes femmes féministes, parce qu'elles nous seront orientées, parce qu'elles ont des postures de fermeture ou et c'est vrai que autant sur d'autres formes de radicalité, on est peut-être plus à l'aise en tant que professionnel, autant là, on était un peu embêtés. Et j'aimerais un peu vous poser à tous les trois cette question qui est, ben, voilà, comment est-ce que vous, après là, ce que vous avez échangé, comment ça résonne en vous, cette exigence qu'on a peut-être d'accompagner des jeunes dans des postures ou des radicalités duquel nous-mêmes, peut-être, on est plus proche que d'autres. Et en quoi est-ce que aussi individuellement, en tant que professionnel, on est interpellé différemment selon les radicalités qu'on doit accompagner, quoi. Je ne sais pas si ma question est claire, mais je vous laisse réagir. Alors, si je peux me permettre de répondre hein, à cet aspect, je vais partir d'une anecdote. Hein. Il se trouve que je suis amené à mettre en place un stage sur les violences sexuelles et que je fais intervenir une personne sur ces violences et elle me parle des violences faites aux femmes et une personne dans la salle dit mais est-ce qu'il y a des violences des femmes faites aux hommes? Et il pose, est-ce qu'il y a des violences entre couples homosexuels? La personne répond très précisément, donne exactement les chiffres, je crois que c'est entre 8 et 9%, et je considérais qu'elle avait donné la réponse. Il y a eu dans la salle 4 personnes qui sont levées pour exiger des excuses, considérant qu'on ne pouvait pas poser la question. Qu'en faisant cela, on faisait un acte masculiniste d'interdiction. Et il nous a fallu presque un quart d'heure pour arriver à aider les personnes à distinguer ce qui est de l'ordre de l'information, de l'opinion et de la radicalité. Et donc, bien sûr, vous avez raison. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'intervenais sur le djihadisme, on m'expliquait que j'étais islamophobe. Voilà. Et quand je suis intervenu sur les mouvements d'extrême gauche, sachant que moi je viens d'une famille anarchiste, hein, que j'étais un homme de droite. On m'a même traité d'hétérobof. D'accord? Donc on a toujours. Je pense que la structure gagne en développant un discours politique à côté de son discours de politique éducative. Alors, pas d'orientation et d'engagement, mais qu'est-ce que l'on considère de son rapport d'une structure à une société? Comment on le situe? Moi, je le situe, je m'intéresse au moment de basculement dans la violence, car la violence est destructrice pour la personne et est destructrice pour la société. Je fais un travail pour essayer d'éviter ce basculement dans la violence. Et un jeune qui me disait, mais jusqu'où vous allez à empêcher la violence? J'ai dit, c'est très simple, c'est jusqu'à la Constitution, dans le droit d'insurrection, quand il y a une dictature. À ce moment-là, je considérais que je m'arrêterais. Mais tant qu'il existe dans une société des possibilités, alors je fais cela. Mais moi, je viens des mouvements d'éducation populaire. Il faut construire de la structure, un positionnement politique. Alors, on arrive doucement à la fin de ce premier webinaire. Donc, je vais en profiter avant que tout le monde se déconnecte, de rappeler les dates des prochains webinaires qui auront donc lieu le vendredi 19 janvier 2024 sur les nouvelles radicalités à l'école, perspective internationale. Le troisième webinaire aura lieu le vendredi 2 février 2024, qui sera intitulé « Accompagner les nouvelles radicalités adolescentes ». Et le dernier webinaire qui aura lieu le mercredi 20 mars 2024, qui s'intitule « Le réseau Virage, accompagnement et prévention des nouvelles radicalités ». Et tous auront lieu de 14h à 16h. C'est tout à fait gratuit. Il suffit d'aller sur le site du réseau Virage, de vous inscrire. N'hésitez pas. Je vous remercie, Monsieur Alava, le docteur Corduan,
Monsieur Viac qui est à côté de moi. Merci beaucoup pour ces riches échanges, pour ces riches interventions. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes pour votre attention et on vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.